troisième émission de notre série Avoir raison avec Marc Bloch qui nous permet de nous approcher de 5 œuvres du cofondateur de l'École des Annales, le grand historien fusillé par les Allemands le 16 juin 1944. Après avoir salué lundi le regard critique de Marc Bloch, officier de la Première Guerre mondiale, face aux fausses rumeurs qui s'étaient répandues dans les tranchées, puis avoir affirmé hier que son ouvrage de 1924, Les Rois thaumaturges, signait la naissance de l'anthropologie historique, nous allons ce matin nous approcher du travail de médiéviste de Marc Bloch avec son maître ouvrage dans ce domaine, La Société féodale, paru en 2 tomes en 1939 et 1940. Un ouvrage toujours disponible en librairie malgré les 80 années qui nous séparent de son écriture. En quoi la société féodale de Marc Bloch est-elle encore utile aux médiévistes d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Florian Mazel, professeur d'histoire médiévale à l'université de Rennes 2, membre de l'Institut universitaire de France, auteur dans la collection Histoire de France de chez Belin du volume Féodalité, et l'année dernière au Seuil de L'évêque et le territoire, l'invention de l'espace dans l'Occident médiéval. Mauvaises et peu sûres, les routes ou les pistes n'étaient pas pour cela désertes, bien au contraire. Là où les transports sont difficiles, l'homme va vers la chose plus aisément qu'il ne fait venir la chose à lui. Surtout, aucune institution, aucune technique ne pouvait suppléer au contact personnel entre les êtres humains. Il eût été impossible de gouverner l'État du fond d'un palais. Pour tenir un pays, point d'autre moyen que d'y chevaucher sans trêve, en tous sens. Les rois du premier âge féodal se sont littéralement tués de voyage. Au cours, par exemple, d'une année qui n'a rien d'exceptionnel, en 1033, on voit l'empereur Conrad II passer successivement de la Bourgogne à la frontière polonaise et de là à la Champagne pour revenir enfin en Lusace. Le baron, avec sa suite, circulait constamment d'une de ces terres à l'autre. Ce n'était pas seulement afin de les mieux surveiller, force était de venir consommer sur place les denrées dont le charroi vers un centre commun eût été incommode autant que dispendieux. Assoiffé de science ou d'ascèse, le clerc devait battre l'Europe en quête du maître désiré. Tout dans la vie cléricale favorisait ce nomadisme, le caractère international de l'Église, entre prêtres ou moines instruits, l'usage du latin comme langue commune, les affiliations entre monastères, la dispersion de leurs patrimoines territoriaux, les réformes enfin qui, secouant périodiquement ce grand corps ecclésiastique, faisaient des lieux touchés, les premiers par l'esprit nouveau, à la fois des foyers d'appel, où l'on venait de toutes parts chercher la bonne règle, et des centres de dispersion, d'où les zélotes s'élançaient à la conquête de la catholicité. Combien d'étrangers furent ainsi accueillis à Cluny, combien de Clunisiens essaimèrent vers les pays étrangers. Mais les humbles gens non plus n'étaient point rares sur les chemins de l'Occident. Fugitifs, chassés par la guerre ou la disette, chercheurs d'aventure, mi-soldats, mi-bandits, paysans qui, avides d'une existence meilleure, espéraient trouver, loin de leur première patrie, quelques champs à défricher, pèlerins enfin, car la mentalité religieuse elle-même poussait au déplacement, et plus d'un bon chrétien, riche ou pauvre, pensait ne pouvoir acheter le salut du corps ou de l'âme qu'au prix d'un voyage lointain. Bonjour Florian Mazel. Bonjour. Voici un extrait donc de La Société féodale dans son édition qu'on peut trouver encore en librairie chez Albin Michel avec une préface de Robert Fossier, grand médiéviste également. La Société féodale donc signée par Marc Bloch dans la collection L'évolution de l'humanité juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est son dernier livre complet qu'il a pu terminer et éditer, aller jusqu'à l'édition avant sa mort puisque les autres livres dont on parlera dans cette émission, c'est-à-dire Demain et après-demain, L'étrange défaite et l'apologie pour l'histoire ont été édité après sa mort, après qu'il eût été fusillé par les Allemands en 1944. C'est un beau texte, ce texte de Marc Bloch, Florian Mazel. Alors oui, c'est un beau texte déjà par l'écriture. Il faut reconnaître qu'il y a un geste littéraire aussi dans l'écriture de Marc Bloch qu'on lui attribue pas souvent. Souvent dans la dialectique qu'il oppose parfois un peu caricaturalement avec Lucien Febvre, on oppose l'érudit Marc Bloch, on va dire, au lettré Lucien Febvre. Là, on voit qu'il n'en est rien et qu'il a aussi des beaux moments d'écriture. Et puis c'est un beau texte parce qu'il dit effectivement la dynamique de la société féodale. Une société ouverte, dynamique, une société de croissance. Alors il évoque pas trop les dimensions économiques, mais il y revient ensuite dans l'ouvrage. Ici, il met l'accent plutôt sur la mobilité personnelle, sur les enjeux des liens personnels qui justifiaient cette mobilité ou sur les horizons religieux ou
ou sociaux qui pouvaient aussi la soutenir. Et en ce sens-là, c'est vrai il prenait un petit peu le contre-pied d'une vision assez ossifiée de la société féodale qui était celle des années immobile, engoncée dans finalement des statuts juridiques, une forme de stabilité aussi qu'on associe à une société de pénurie, des horizons restreints, et puis le poids d'une histoire institutionnelle, voilà, qui percevait le Moyen-Âge essentiellement comme une société figée finalement. Et lui, il prend un petit peu le contre-pied ici dans l'ouverture de cet ouvrage en mettant l'accent sur les dynamiques sociales, économiques, politiques qui traversent les 3 siècles qu'il embrasse. Et puis il dit dans d'autres ouvrages, il dit qu'en fait l'historien doit s'intéresser à la vie en fait au bout du compte, et que le travail de l'historien c'est de s'intéresser à la vie. Et dans ce livre, dans cette société féodale, il dit par exemple l'irrésistible vie malgré tout fermentée dans les hommes. Cette magnifique idée qui vient aussi d'une métaphore biblique, l'homme comme ferment d'une certaine façon. Eh bien il y a quelque chose de très fort dans cette vision d'une humanité qui serait à la fois en mouvement, vous l'avez dit, Florian Mazel, mais aussi qui fermente, qui invente, qui n'est jamais immobile, justement. Alors, je pense qu'effectivement, là, il y a un des ressorts fondamentaux de, finalement, l'approche totale et un peu anthropologique de la société féodale, qui est celle de Marc Bloch et qui rejoint celle de ses préoccupations antérieures, notamment dans les rois thaumaturges, qui vise à, effectivement, approcher la totalité de l'homme dans ses aspects à la fois intellectuels, explicites ou implicites, la question des mentalités, et puis la question du travail, la question, finalement, de la domination. Et il embrasse l'homme dans, voilà, la totalité de ses aspects. C'est ce qui aussi explique, à mon avis, les jeux d'échelle qui traverse un peu son œuvre, puisqu'il a une volonté clairement systémique. Quand il parle de la société féodale, il a une ambition énorme. Il brasse des espaces très vastes et il n'hésite pas à se lancer dans l'histoire comparée. C'est un des aspects les plus intéressants de l'ouvrage. Et en même temps, il est capable de resserrer la focale à l'échelle véritablement, soit d'une région, soit d'une localité, soit justement de quelques figures singulières. C'est-à-dire qu'il oppose pas finalement, voilà, une approche qui serait locale à une approche qui serait un petit peu plus systémique ou générale. Alors, venons-en déjà à ce titre, la société féodale. On voit bien qu'il y a la société et on sait combien, on l'a dit dans les 2 émissions précédentes où nous traitions à la fois des fausses nouvelles de la guerre, mais aussi de ces travaux précédents comme les rois thaumaturges, comme l'impact de la naissance de la sociologie française et du travail de Durkheim était important sur le jeune Marc Bloch d'avant la Première Guerre mondiale. Donc cette question de la société est fondamentale dans ce titre. Et puis ce terme de féodalisme qui ensuite peut-être et depuis l'écriture de ce livre a été discuté, débattu. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela, justement, de ce titre très simple, La société féodale par Marc Bloch? Alors, il faut le décomposer finalement, parce qu'il y a effectivement la société, puis il y a l'adjectif féodal. Sur la question de la société, il est évident qu'il y a une interaction avec la sociologie qui est enracinée dans effectivement sa formation ou ses échanges, en tout cas avec les débuts de la sociologie durkheimienne. Mais il y a aussi, malgré tout, la lecture d'une historiographie allemande qui est très riche, très composite, très diverse, et dont une part est aussi innervée par la sociologie. Alors cette fois-ci un peu plus weberienne, mais qui le sensibilise aussi à cette dimension-là. Oui, il faut bien dire effectivement que Marc Bloch était à la fois passionné des lectures en langue anglaise à l'époque, effectivement, parce qu'il avait une bonne connaissance de la langue anglaise, et puis aussi évidemment une très grande connaissance de l'allemand, ce qui faisait de lui un savant qui allait puiser dans d'autres historiographies que l'historiographie française. Il faut voir le nombre de comptes rendus qu'a écrit Marc Bloch dans les annales, dans les années 20-30, et en particulier de comptes rendus de l'historiographie allemande, c'est phénoménal. Enfin, quand il arrive, la société féodale en ce sens est aussi un aboutissement d'une profonde fermentation historiographique alimenté de manière privilégiée par les historiographies d'Europe du Nord. Et puis en revanche, par rapport à féodal, il est plus nuancé, plus réservé. Il y voit essentiellement une sorte de mot valise qui lui permet de définir assez simplement finalement la séquence qu'il étudie. Et à la fin, dans la conclusion, il s'interroge même sur l'existence d'une ou de plusieurs formes finalement de féodalité qui permettraient de rendre plus complexe finalement le panorama qu'il a dressé. Mais l'enjeu principal, il est sur la société. Et il se voit dans le plan de l'ouvrage et même dans les titres de chacun des 2 volumes. Il met l'accent véritablement, y compris sur les aspects, en ce qui concerne les aspects les plus, qui nous apparaîtraient par certains côtés les plus politiques, comme la féodalité au sens traditionnel du terme, les liens d'homme à homme au sein de l'aristocratie. Il met l'accent d'emblée sur leur dimension sociale en les articulant avec la seigneurie, et c'est dans ce sens-là qu'il va vers le féodalisme, effectivement, en articulant étroitement les questions de transmission des biens au sein de l'aristocratie à travers la vassalité et le fief, et la domination exercée sur la société et les hommes à travers la seigneurie. Et là, il y a quelque chose de très fort. Il y a aussi quelque chose de très fort en ce que, malgré tout, il subordonne, dans le plan en tout cas, cette question des liens d'homme à homme classiques de la féodalité à une approche qui va être d'abord centrée sur les liens de parenté.
et en mettant l'accent dans la description notamment des liens au sein de l'aristocratie, d'abord sur la parenté avant de la mettre sur la vassalité ou la féodalité au sens traditionnel, là aussi il dit quelque chose de son souci d'embrasser la société dans son ensemble, parce que qui dit lien de parenté dit aussi représentation, dit aussi mentalité, dit aussi relation homme-femme, enfin, et tout de suite élargit, on va dire, le spectre des questionnements. Alors, ce qui est tout à fait évident quand on lit cette société féodale de Marc Bloch, et c'est pour ça que nous l'avons choisi, c'est parce que il met en œuvre dans cet ouvrage qui est une sorte d'ouvrage de maturité, pourrait-on dire, puisqu'il a commencé à produire avant la Première Guerre mondiale, que pendant la Première Guerre mondiale il était soldat, qu'ensuite il a réfléchi à son expérience de soldat dans cet article qui s'appelait Réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre, qu'il a ensuite inventé une œuvre assez original et très original qui s'appelle Les Rois thaumaturges, publié en 1924, et qu'il crée avec Lucien Febvre à la fin des années 20 la revue Les Annales, donc et l'école qui va porter son nom. Donc on est là effectivement dans un ouvrage de maturité, et on voit bien qu'il y a aussi le fruit de ces discussions, de ces débats avec ses confrères qu'il a croisés juste après la Première Guerre mondiale à l'université de Strasbourg, Maurice Alvax ou d'autres, puisqu'il y a par exemple un chapitre qui s'appelle La mémoire collective dans cette société féodale. C'est-à-dire que c'est le résultat de discussions d'érudits, de discussions de savants entre les années 20 et 1939-1940, date de parution de cet ouvrage, Florian Mazel. Ah oui, tout à fait. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a dans l'œuvre de Marc Bloch en général et dans la société féodale en particulier, toute une série de jalons qui ont nourri l'historiographie, alors les historiens, mais pas seulement, finalement, dans la longue durée du second XXe siècle, avec des chronologies de réception un petit peu décalées. Hein. Et la société féodale, à ce titre, effectivement, propose de manière un peu ramassée l'ensemble de ses prémices. Et là, sur la question des mentalités collectives, c'est absolument fascinant. C'est un chapitre qui a clairement été à l'origine, et il le reconnaît explicitement, des travaux de Georges Duby sur les mentalités féodales, aussi bien ceux qui l'ont tiré vers les mentalités chevaleresques et l'étude des récits généalogiques ou des histoires comme Guillaume le Maréchal, d'une part, et puis des travaux qu'il a pu mener aussi sur, on va dire, l'amour courtois, l'histoire des femmes, etc. Donc on a là un premier jalon qui est tout à fait intéressant et qui représente effectivement une appropriation des réflexions d'Holbach sur les mentalités collectives. Et ce qui est peut-être encore plus remarquable, qu'on souligne peut-être pas assez, c'est que ces mentalités, entre guillemets, ou c'est ce qu'il appelle finalement cette atmosphère mentale, il les associe dans une partie où il aborde aussi les questions matérielles et les questions économiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas, justement, il est dans cette approche un peu totale, où il va pas opposer des structures ou des infrastructures économiques à des superstructures, on pourrait dire, mentales ou intellectuelles ou idéologiques, pour reprendre un peu le vocabulaire marxiste. Il les associe clairement l'un à l'autre. Et il essaye de les faire se répondre l'un à l'autre. Donc effectivement, la mémoire collective, pour lui, ça a du sens, même si ensuite, il la décompose aussi en structure sociale. C'est-à-dire que malgré tout, il y a aussi des mémoires ou des atmosphères mentales propres à certains groupes, et il en privilégie un qui est l'aristocratie. C'est ce qui a conduit à sa postérité, et en même temps ce qui a pu être aussi beaucoup discuté, et ce qui aujourd'hui peut-être est une des lacunes de l'ouvrage, de se focaliser peut-être excessivement sur ce groupe. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, une des critiques qu'on a pu faire ensuite à ce travail majeur de Marc Bloch, c'est d'avoir oublié, vous qui avez travaillé par exemple sur les évêques, sur les clercs, sur les religieux, il les a pas oubliés, il y a un petit chapitre, mais un tout petit chapitre consacré à la question de l'aristocratie religieuse, pourrait-on dire, enfin de ceux qui dirigent les évêchés, les archevêchés, en particulier après la réforme grégorienne. Et ce chapitre est assez peu épais, alors que tout le reste est consacré effectivement à cette aristocratie guerrière, à cet hommage vassalique, à ces rapports d'homme à homme, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on sent qu'il y a par exemple un oubli du côté des villes. Il s'intéresse moins au commerce, à l'argent, à la ville en général et à la révolution urbaine, telle que par exemple depuis Jacques Le Goff avait travaillé sur cette révolution urbaine du XIIe siècle par exemple. Effectivement, c'est les deux principales, on va dire aujourd'hui. Alors, lacune, c'est un bien grand mot parce qu'effectivement, il les envisage, mais en tout cas, il ne leur accorde pas la place qu'aujourd'hui on leur accorde, on va dire, dans l'historiographie. C'est la question de l'Église, la question de la ville et de la société urbaine. Sur la question de l'Église, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, avec les rois thaumaturges, ils s'étaient confrontés d'emblée à un phénomène qui relevait finalement de la croyance et des pratiques sociales religieuses. Hein. Et on aurait pu s'attendre à ce que ça ait finalement plus de place dans l'ouvrage in fine, un ouvrage conclusif un petit peu de son œuvre. Alors je pense que là, il faut aussi replacer Marc Bloch dans un contexte très particulier qui lui est pas propre, hein, qui est général à cette historiographie française des années, dès les années 1880 et ça perdure finalement jusqu'aux années 60 du XXe siècle, c'est très long, hein, qui est une sorte de partage implicite qui s'est fait entre, on va dire, une historiographie républicaine, hein,
qu'incarne parfaitement Marc Bloch, et une historiographie malgré tout largement d'inspiration catholique, qu'à l'époque incarnent des gens comme Flich et Martin, qui sont à l'origine de cette grande histoire de l'Église, qui est une histoire en outre de l'Église, qui est très institutionnelle, très juridique, et donc qui est relativement, très éloigné même des préoccupations de Bloch lorsqu'il s'intéresse à l'Église. Lui, ce qui l'intéresse, effectivement, et ce qu'il évoque à certains moments, c'est plus la dimension, qu'on voyait dans son texte d'ouverture, la dimension par exemple pèlerine, la dimension rapport au sacré à travers le culte des reliques, ou qui viennent nourrir des pratiques sociales ou s'articuler avec des pratiques sociales. Et c'est vrai que là, de ce partage des tâches, en quelque sorte, entre une historiographie qui s'occupe de l'institution ecclésiale et une historiographie qui s'occupe de la société, dont est paradoxalement exclu ce qui, aujourd'hui, à nos yeux, la structure le plus, qui est l'Église, aboutit à cette étonnante lacune, qui est celle d'une génération, en fait, qui n'est pas propre à Marc Bloch. Alors, néanmoins, il réfléchit, par exemple, à cette peur de la fin du monde qui touche en partie, pas simplement autour de l'an 1000, comme on va pas revenir sur la querelle des historiens, est-ce que à la période de l'an 1000, on a cru ou pas à la fin du monde, mais en tout cas à cette peur récurrente de l'apocalypse, de la fin du monde, qui touche les contemporains de ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Florian Mazel, il dit par exemple, si je continue la phrase que j'ai commencée tout à l'heure, l'irrésistible vie malgré tout fermentait dans les hommes, mais dès qu'ils méditaient, nul sentiment ne leur était davantage étranger que celui d'un avenir immense, ouvert devant des forces jeunes. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait un monde clos parce qu'on craint tellement le futur et on craint tellement l'avenir que, on ne peut l'imaginer autrement que par la catastrophe qui va advenir, catastrophe et résurrection qui interviendrait avec l'apocalypse, en particulier la fin des temps. Alors oui, il y a cette tension eschatologique, mais il y a aussi, je pense, dans la remarque de Marc Bloch, l'idée que c'est une société de tradition. Et à ce titre-là, pour le coup, autant on a tendance aujourd'hui à nuancer, on va dire, les angoisses liées à ces perspectives eschatologiques, ou en tout cas à les circonscrire à des lieux, à des moments ou à des sphères particulières de la société ou de l'Église. Autant en revanche, la dimension, on va dire, proprement traditionnelle de cette société, qui est essentiellement tournée vers le passé et qui n'envisage effectivement la nouveauté qu'en ce qu'elle renoue avec un passé antérieur en permanence, que ce soit d'ailleurs dans l'Église ou pour le coup dans l'aristocratie. Les chansons de geste dont fait beaucoup usage Marc Bloch, c'est une forme de nostalgie de l'époque carolingienne complètement idéalisée. Donc là, il me semble qu'il met l'accent sur quelque chose d'assez juste et de plus aujourd'hui partagé, communément renforcé par l'historiographie, qui est cette incapacité à penser le neuf pour le neuf ou à le vivre comme tel, qui est d'une structure mentale de la société féodale très très enracinée et qui lui est antérieure. Je pense qu'il y a un deuxième aspect peut-être qui explique cette mise entre parenthèses un petit peu de l'Église et qui rejoint ce que vous dites sur finalement ces structures mentales, c'est qu'au bout du compte, comme il s'intéresse à un segment de l'histoire médiévale, du milieu du 9e, en gros au milieu du 13e siècle, pour lui l'Église et le christianisme c'est quelque chose de plus vaste, qui commence avant, qui se poursuit après, et dont il a du mal, dès lors qu'effectivement il se situe, on va dire, complètement à rebours de l'historiographie institutionnelle de l'Église, qu'il a du mal à ancrer dans une chronologie et à insérer donc dans son schéma, dans son panorama global, ce qui fait que les développements sur l'Église et la vie religieuse sont des développements qui sont un peu plus structuraux, un peu plus du côté des mentalités. Arrêtons-nous sur ce que vous avez déjà mentionné, Florian Mazel, à propos de ce livre « La société féodale » de Marc Bloch, dans notre série consacrée à Marc Bloch et à la façon dont on peut relire ses ouvrages aujourd'hui. C'est ce chapitre 2 qui s'intitule « Façon de sentir » et de penser. Ce terme est magnifique parce qu'il est très neuf à l'époque. L'homme des deux âges féodaux était beaucoup plus que nous, proche d'une nature de son côté beaucoup moins aménagée et édulcorée. Le paysage rural où les friches, occupées de si larges espaces, portaient d'une façon moins sensible la marque humaine. Les bêtes féroces qui ne hantent plus que nos contes de nourrices, les ours, les loups surtout, vaguaient dans toutes les solitudes, voire parmi les campagnes cultivées elles-mêmes. Autant qu'un sport, la chasse était un moyen de défense indispensable et fournissait à l'alimentation un appoint presque également nécessaire, etc., etc. C'est l'ouverture de ce chapitre 2 qui s'appelle « Façon de sentir et façon de penser ». Vraiment une vision très neuve de ce qu'est une société, c'est-à-dire en réfléchissant sur les odeurs, sur ce qu'on a fait depuis, c'était l'histoire des odeurs, l'histoire des sentiments, l'histoire des émotions même, Florian Mazel. Alors, oui. Et en même temps, pour le coup, là, c'est un texte qui a en partie vieilli, pas tant par ses objets, qui effectivement, comme vous l'avez dit, ont été ensuite investis, réinvestis et aujourd'hui restent complètement travaillés par les historiens. Et par Lucien Febvre également après la Seconde Guerre mondiale. Mais en revanche, peut-être par la perspective qui, là, passerait aujourd'hui, on passerait au crible de la critique, puisqu'en fait, je dirais que ce qu'il attribue à des mentalités médiévales génériques
serait aujourd'hui très fortement finalement rapporté aux récits que le médiéviste devine à l'arrière-plan un petit peu de ce genre d'affirmation, qui sont des récits finalement qui sont très enracinés dans une certaine culture ecclésiastique pour le coup, que ce soit celle du rapport au monde sauvage, entre guillemets, qu'il soit animal ou qu'il soit végétal, et qui renvoie finalement par beaucoup de côtés à des topics littéraires plus qu'à des réalités. Vous voulez dire qu'en fait, ces textes sur lesquels se fonde le travail de Marc Bloch, il les passe trop peu au crible. Aujourd'hui, on les prendrait non pas pour argent comptant, mais on les prendrait avec distance en expliquant qu'il y a là des figures de style, par exemple, qui sont régulièrement reprises par les moines ou par les clercs qui écrivent les histoires dans ces années du Moyen-Âge central, par exemple. D'une part, des figures de style, on va dire donc quelque chose qui relève d'une tradition proprement livresque, mais aussi des enjeux de représentation et de discours surplombants. C'est-à-dire qu'il y a ce type de discours n'est pas uniquement la perpétuation de traditions littéraires, mais a aussi une finalité qui est de présenter un rapport de l'homme au monde, un rapport ensuite de l'Église au monde qui vient justifier un certain nombre de pratiques sociales ou politiques ou économiques. Je donnerai juste 2 exemples qui aujourd'hui nous amènent à relativiser beaucoup, par exemple, ce genre de généralisation. C'est la question, par exemple, des défrichements et de la part, on va dire, de la forêt ou des friches par rapport à la part des espaces cultivés. Les travaux considérables de l'archéologie, du peuplement et du paysage du Haut Moyen-Âge montrent qu'on a affaire à un monde qui est beaucoup plus cultivé, où le paysage est beaucoup plus dominé et façonné de manière beaucoup plus précoce qu'on l'imagine. La croissance économique, aujourd'hui, on la remonte à l'époque carolingienne. Et donc alors que du temps de Marc Bloch, on la faisait remonter au 11e. 12e, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a un vrai phénomène de bascule qui est nourri par les énormes découvertes archéologiques. Et pour le coup, les grands défrichements, aujourd'hui, pour certains, relèvent quasiment du mythe. C'est-à-dire qu'on a des grands défrichements ponctuels au 11e, 12e siècle, qui sont très bien renseignés par les sources écrites que connaissait déjà Marc Bloch. Mais en termes quantitatifs, on réapprécierait les choses. Il faut préciser qu'effectivement, cette question des grands défrichements est une question importante pour le médiéviste, puisqu'on a longtemps cru, effectivement, que la croissance économique qui s'accompagnait aussi d'une croissance urbaine nécessitait de gagner du terrain et du territoire pour pouvoir plus cultiver, et on a souvent placé cela au cœur du Moyen-Âge central, ou au début du Moyen-Âge central, c'est-à-dire au 11e, 12e siècle. Or, ce que vous dites, c'est que les travaux de l'archéologie aujourd'hui relativisent énormément ce moment du 11e, 12e siècle et font remonter plus haut, justement, cette question des défrichements et de la croissance économique et du travail sur la terre, plutôt de la période carolingienne. C'est ce que vous dites, oui, et puis qui en complexifie aussi la dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, on mettrait aujourd'hui l'accent au moins autant sur l'intensification du travail que sur le gain de terre. On mettrait l'accent sur le travail paysan. On articulerait ça avec une pression aristocratique plus forte, mais aussi plus ancienne. On restaurerait la part du grand domaine carolingien. Bref, il y a toute une série de travaux qui nuanceraient ce qui, sous la plume de Bloch, est essentiellement le fruit d'une généralisation à partir d'une vision ecclésiale. Et un autre exemple très très frappant, c'est ce qu'il dit de la chasse. Quand il dit finalement, de manière assez classique, la chasse est une forme non seulement de loisir, mais aussi d'exercice militaire, lié à l'exercice de la défense. Or, les travaux, pour le coup, marqués du sceau de l'anthropologie aujourd'hui, tendent aussi à introduire dans la pratique de la chasse une dimension politique et sociale tout à fait forte, qui est le rôle que joue la chasse dans le marquage de l'espace, dans la domination spatiale exercée par l'aristocratie, qui avec, pour une chasse à court, traverse certains espaces qui peuvent être soit cultivés, soit pas cultivés, pour manifester, exhiber son pouvoir, marquer le territoire, ou même dans d'autres cas, comme un rapport aussi à l'espace sauvage, justement. Voilà, le seigneur, c'est celui qui tue la bête sauvage, le sanglier, dans un espace sauvage qui est la forêt, sur lequel lui, il arrive à exercer une domination que les paysans redoutent, ou dont on espère qu'ils le redoutent plus, par exemple. Donc on en aurait encore une lecture finalement anthropologique, un petit peu comme celle à laquelle Bloch nous pousse, mais qui serait peut-être moins naïve ou moins généralisante sur le statut des sources qui rapportent ce type de phénomène. Il y a un ouvrage qu'on n'a pas placé dans cette série de 5 émissions consacrées à Marc Bloch. Ce sont les caractères originaux qui ont été largement redébattus. Vous parliez tout à l'heure de la question des défrichements. Les caractères originaux, c'est un livre de Marc Bloch qui travaille sur la vie paysanne, le monde paysan, l'open field, le bocage et ce que cela implique dans la société médiévale. On peut dire que ça, c'est un ouvrage qui a beaucoup vieilli, qui a été, disons, marginalisé dans l'œuvre de Marc Bloch par rapport à d'autres ouvrages comme ceux dont nous parlons. Tout dépend de la période dont on parle, parce que je pense que c'est un ouvrage qui a été extrêmement, au contraire, je dirais, fertile dans les années, de toutes les décennies d'après-guerre. C'est-à-dire c'est un ouvrage
qui en particulier, parce que pour la première fois, il introduisait des questions liées à la toponymie, à l'onomastique, à la photographie aérienne, à l'histoire du paysage, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait une histoire économique un peu totale, qui visait aussi à restituer et à partir des paysages contemporains, en ce sens-là, qui entretenait un dialogue très étroit avec la géographie française de Vidal de la Blache et de ses héritiers. Il a profondément influencé l'histoire rurale française des années 50 aux années 70-80. Après, il est évident qu'en revanche, si on le lit aujourd'hui, essentiellement sous le coup de nouveau des travaux de l'archéologie, mais aussi de la relecture d'un certain nombre de sources écrites, il a, je dirais, plus vieilli peut-être que d'autres. Ça, c'est évident. Alors, il y a un point dans cette société féodale que nous n'avons pas encore abordé, c'est ce que note dans sa préface dès la fin des années 80, Robert Fossier, grand médiéviste également, c'est la question du corps. Il dit tout compte fait, Marc Bloch pense déjà, ce qui est un des débats d'aujourd'hui de la société historique contemporaine, pourrait-on dire, des lieux de discussion entre historiens, il pense déjà à la question du corps comme étant centrale dans la façon dont on se déplace, la façon dont on se touche, la façon dont on se parle dans une société comme la société du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Mazel ? Alors, oui, tout à fait. Effectivement, je pense que ça vient aussi de son attention particulière, enfin son accent mis sur l'importance des liens personnels et de la mise en scène finalement de ces liens personnels dans l'exercice du pouvoir à l'époque féodale. Ça lui vient aussi, à mon avis, de l'inclusion des sources littéraires dans son corpus de travail. Aujourd'hui, ça nous paraît assez spontanément pratiqué, mais c'était assez novateur de nouveau. Il est allé au-delà, on va dire, de la segmentation des champs entre historiens de la littérature et historiens tout court. En particulier, il a pris le corpus des épopées, où on a des chansons de gestes, où on a voilà toute une forme de panorama, de gestes, de paroles, parce que c'est le corps, mais c'est aussi le corps parlant, et qu'il envisage, et c'est les mises en scène du geste, des rites. Ça lui vient, à mon avis, aussi de l'héritage des rois thaumaturges, où il y avait déjà ce rapport très particulier à ces corps très spéciaux, comme disait Peter Brown, que étaient les corps des saints, qui font l'objet de dévotions particulières au Moyen-Âge. Donc c'est cette approche finalement de nouveau assez anthropologique, assez globale, qui nourrit son intérêt. Alors de nouveau, peut-être que la nuance ou la réserve qu'on pourrait apporter aujourd'hui, c'est qu'il segmente trop finalement le champ de la culture de nouveau chrétienne, qui entretient un rapport au corps et une perception du corps, une anthropologie chrétienne qui est fondamentale et qui sera ensuite en revanche revisitée par Le Goff, Jean-Claude Schmitt et toute cette école, qui là est un peu évanescente, je dirais, dans le panorama de Marc Bloch. Et puis que vous évoquez cette question des gestes, voici face à face deux hommes, l'un qui veut servir, l'autre qui accepte ou souhaite d'être chef. Le premier joint les mains et les place ainsi unies dans les mains du second, clair symbole de soumission dont le sens parfois était encore accentué par un agenouillement. En même temps, le personnage aux mains offertes prononce quelques paroles très brèves par où il se reconnaît l'homme de son vis-à-vis, puis chef et subordonné se baisent sur la bouche, symbole d'accord et d'amitié. On reconnaît là aussi la façon dont Georges Duby, dans les années 70 ou les années 80, racontait cette question de l'hommage. On voit bien combien il y a là, chez Marc Bloch, la source de travail de tout un tas d'autres historiens plus tardifs. Alors, il est clair qu'au cœur de la société féodale, il y a la relation féodo-vassalique et ce rituel particulier qui est le rituel de l'hommage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bloch, par ailleurs, alors il met en avant effectivement toute la dimension rituelle, le sens du geste, et ce qui lui permet d'articuler féodalité et parenté, parce que c'est une forme de création d'une parenté artificielle, c'est quasi explicite dans ce qu'il dit. Et en même temps, par d'autres côtés, il nuance fortement, on va dire, le schéma juridique qui avait été proposé de ce rituel, en soulignant d'abord que cet hommage n'est pas présent partout en Europe et qu'il n'est pas si structurant que cela, que ce qui est structurant pour lui, c'est essentiellement le serment, et ce qui a été confirmé par des travaux récents, y compris relativement récents, comme par exemple ceux d'Hélène Debax sur la féodalité languedocienne. Cette mise en avant de l'échange de paroles, et dont l'hommage n'est qu'une des variantes, finalement. Merci beaucoup, Florian Mazel, d'avoir relu pour nous cette société féodale de Marc Bloch dans cette série d'émissions. Donc, Avoir raison avec Marc Bloch. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un volume qui s'appelle Féodalité dans l'histoire de France, qui est paru chez Belin, mais aussi d'un livre qui s'intitule L'évêque et le territoire, l'invention de l'espace dans l'Occident médiéval, qui est un essai justement qui permet de repenser cette question de l'espace dans cette société du Moyen-Âge central en particulier, et dans cet espace méditerranéen que vous connaissez bien et que connaissez peu. Marc Bloch, on aurait pu en parler avec vous. Merci encore. Merci.
Voilà pour ce troisième volet de notre Avoir raison avec Marc Bloch, une émission préparée par Marion Dupont. À la technique, nous avions avec nous aujourd'hui Bernard Laniel et à la réalisation Véronique Lamandour. Demain, nous continuerons en nous interrogeant sur un ouvrage qui paraît beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est écrit exactement en même temps que la parution de cette société féodale, à savoir L'étrange défaite de Marc Bloch.